nous. Donc, c'est un grand honneur d'accueillir l'équipe Retrieve sur Blockchain HEC. Avant de démarrer, donc 2 points à vous demander. Le premier, si vous pouviez juste cliquer sur le bouton suivre de notre page LinkedIn, ce serait top. Et le deuxième, c'est de vous inscrire aux prochaines conférences. Alors, parmi les prochaines, on a le 30 septembre une conférence sur l'art et les NFT, une conférence AMA sur CoinHouse, AMA CoinHouse le 7 octobre avec Stéphanie Fra, MySeed Advisor le 12 octobre avec Léo Delion et Nathan Benchimol, et puis la DAN aussi, la DAN ou la DAN, je ne sais pas comment on dit, le 14 octobre avec Faustine Fleuret sur les questions réglementaires de la cryptoéconomie. Super casting. Beau programme, et puis ça ne s'arrête pas là, mais effectivement, un beau casting. Merci. Donc, du coup, je vous invite régulièrement à faire un tour sur le site. Tout y est, inscription, les slides, les enregistrements. Voilà, donc j'en profite aussi pour faire un appel à candidature pour venir nous aider à organiser ces conférences. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou directement ou sur les mails de blockchain HEC@gmail.com, je le mettrai dans le chat. Voilà, donc après cette longue introduction, je vous propose de plonger directement dans le cœur du sujet avec Retrieve. Donc, Jérémy et Stéphanie viennent nous parler de Retrieve. Donc, c'est la solution innovante de paiement, de paiement responsable et solidaire, développée sur une infrastructure blockchain et dont l'ICO est en cours. Alors, nous parlerons ensemble de finance éthique et de l'indispensable contribution de l'industrie financière aux enjeux sociaux de notre époque. Donc, en termes de timing, on a à peu près 1 heure de présentation et puis une demi-heure de questions-réponses. Mais on va prendre un format un peu nouveau par rapport à d'habitude, avec des questions tout le long que je vais poser à nos invités. N'hésitez pas dans tous les cas à mettre vos questions sur le chat, comme d'habitude, et puis on verra comment ça s'intègre dans la fluidité de la discussion. Alors, en 2 mots pour vous présenter, Stéphanie Flachet est ex-chef de mission des inspections générales BNP Paribas, cofondatrice de Retrieve, cofondatrice de Logion et présidente de la Future Ethical Finance Foundation. Jérémy Lepetit est serial entrepreneur depuis 2010, cofondateur et CEO de Retrieve. Il est professeur à l'université d'Evry et à l'INSEC en blockchain appliquée en marketing. Donc, pour démarrer notre échange, est-ce que Jérémy, tu peux nous dire quelques mots sur la genèse de Retrieve? Avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je suis un des cofondateurs de Retrieve et j'en suis le CEO. Donc, je lead ce projet entre Paris et Genève. On reviendra peut-être sur le pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer cette fintech finalement à Genève. Mais en 2 mots, si tu veux, avec Retrieve, on est en train de repenser le paiement. L'idée, c'est derrière finalement de faire de cet acte, et je reprends les mots de Stéphanie, de faire de cet acte qui est au cœur des échanges économiques un acte solidaire. Donc en fait, pour rester dans le thème de la blockchain, si tu veux, c'est le maillon paiement d'une chaîne de consommation qui se veut de plus en plus responsable. Je vais prendre un exemple très concret pour que ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, quand tu veux acheter une tomate chez ton épicier ou dans ta petite surface de proximité, eh bien, tu veux que cette tomate elle soit biologique, tu veux que cette tomate elle soit sans pesticides, tu veux que cette tomate, le commerçant rémunère correctement le producteur à travers une forme de commerce équitable. Mais paradoxalement, quand tu achètes cette tomate aujourd'hui, tu l'achètes majoritairement avec ta carte bancaire et étrangement, tu l'achètes systématiquement avec le même moyen de paiement qui a à peu près 50 ans. L'idée, c'est justement de développer le premier moyen de paiement qui va s'intégrer dans cette chaîne de consommation responsable. Donc, le premier moyen de paiement qui va capter la valeur qui est produite par la circulation monétaire, donc les fameux frais de transaction qui sont en croissance exponentielle. On parle ici à horizon 2023 de 1093 milliards de transactions. Donc, c'est un énorme gâteau dont les GAFA veulent bien évidemment leur part, mais de très nombreux acteurs veulent leur part, mais sans pour autant remettre en cause la recette même du gâteau. Donc, l'idée derrière Retrieve, c'est de mieux redistribuer une partie de ces frais et en affecter cette partie au financement de projets sociaux environnementaux. Donc, Retrieve, c'est un peu le fruit du paiement, si tu veux. On vient changer une recette qui est rentière et offrir un modèle qui est à la fois rentable, durable et vertueux, où finalement chaque euro qui est injecté dans le circuit, donc chaque euro de croissance,
peut contribuer à proportion non négligeable aux enjeux sociétaux de notre époque. Pour y parvenir, si tu veux, on s'appuie sur deux piliers, dont l'un que tu as cité. Le premier, c'est la création d'une monnaie électronique privative qui est indexée sur l'euro. Donc, c'est un stablecoin, je vais parler peut-être chinois pour certains, mais c'est un stablecoin collatéralisé sur la devise locale de l'utilisateur. Donc, il s'appuie sur une technologie de pointe dans le traitement de données, qui n'est pas à proprement parler une blockchain au sens technique du terme, mais qui est une DAG chain, qui s'appuie sur un DAG, Directed Asset Graph, et qui va nous permettre d'assurer le flux des transactions de manière scalable, véloce et sécurisée. Le deuxième pilier, c'est un pilier qui est un pilier, on va dire, conventionnel, puisqu'il est intégré à l'industrie financière mainstream, c'est la quasi-gratuité des virements SEPA. Donc, en gros, si tu veux, et là, je vais parler à ceux qui sont les plus sensibles à cette technologie et qui en maîtrisent le mieux les tenants et aboutissants, c'est un peu comme si on faisait fonctionner une light chain, mais au lieu de la faire fonctionner au-dessus d'une blockchain, comme c'est le cas avec Bitcoin et certaines light chains au-dessus de Bitcoin pour en accélérer les transactions, eh bien, on fait fonctionner ça au-dessus des virements SEPA ou des virements SWIFT, de manière à assurer à la fois d'un côté le flux transactionnel en actifs numériques et de l'autre le flux transactionnel en liquidité fiat et donc le flux financier. Donc en fait, si tu veux, notre monnaie électronique, ça devient l'actif qui circule au quotidien entre le consommateur et le commerçant. Donc il s'échange du TRIB stable, le TRIB étant notre actif stablecoin, donc du TRIB stable, et le flux financier, lui, il est assuré entre le compte bancaire de Retrieve et le compte bancaire du commerçant par virement automatisé toutes les 72 heures. Comme tu reprends le lead sur la transaction, on est en mesure d'appliquer notre propre commission, une commission qui va être plus faible que le prix du marché. Et derrière, c'est là où, pour moi, on change de paradigme et on change la fameuse recette du gâteau. C'est que l'idée derrière, c'est de permettre, sur les frais de commission qui sont prélevés aux commerçants, d'aller reverser un tiers systématiquement de ces commissions au financement de projets sociaux et environnementaux. Et on implique l'utilisateur. L'utilisateur, il est au centre de cette démarche. Et donc, l'idée, ce n'est pas de déporter, comme trop souvent c'est le cas dans cette industrie, de déporter la responsabilité sur le consommateur final en disant, nous, on est une institution financière, on met des solutions à disposition pour que le consommateur participe à l'effort sociétal. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, c'est l'institution qui, pour une fois, va porter cet effort sociétal-là. Je pense qu'entre Stéphanie et moi, je serai peut-être celui qui sera le plus virulent vis-à-vis de l'industrie financière ce soir. Donc, il faudra m'excuser si je ne mâche pas mes mots, mais pour avoir particulièrement bien analysé cette industrie dans ses prises de position, dans son attitude vis-à-vis des enjeux qui sont les nôtres. Très honnêtement, j'ai un regard très critique sur ce que non, mais c'est impeccable. À partir du moment où, moi j'aime bien les débats, donc c'est parfait. Et la genèse de Retrieve, c'est ça. La genèse de Retrieve, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire contribuer une industrie qui est au sommet de la symétrie entre prise de responsabilité et impact sur la planète. Puisqu'elle ne le fait pas, faisons-le nous-mêmes et créons nos propres solutions. Énorme. Excellent. Excellent. Peut-être quelques mots pour compléter sur finalement, qu'est-ce que c'est Retrieve, Stéphanie, peut-être? Oui, peut-être pour parler de Retrieve, ce que je peux faire, c'est vous dire pourquoi finalement j'ai moi investi dans Retrieve il y a 2 ans et demi, presque 3 ans. Parce que c'est comme ça que je suis rentrée. Enfin, le projet il a vraiment été pensé par Jérémy et ses cofondateurs. Et moi, je suis arrivée très très tôt comme early investor. Et en fait, votre président d'honneur HEC Community, qui est Pierre Papron, m'avait dit l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Et j'ai mis quelques secondes pour me dire ce projet-là, je veux en être. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai rencontré Jérémy en même temps que David, qui est juste à côté là, et qui a cofondé Logion. Donc ça ne doit pas être un hasard. Mais moi, il y a 3 choses qui m'ont immédiatement convaincue dans Retrieve. Moi, je me suis projetée dans une fintech qui innovait vraiment à long terme. Donc j'étais dans une logique long terme avec ce projet et qui innovait vraiment à 3 niveaux. Au niveau marketing, si je puis dire, avec une proposition de valeur qui, selon moi, est vraiment nouvelle sur le paiement. Et c'est donc d'inoculer dans cet acte super banal du paiement ce que j'appelle moi le virus du partage. Et en fait, de vraiment être dans un acte de consommation où c'est pas oui madame Michu, vous allez gagner plus, machin, etc. C'est à chaque moment où je paye, j'associe mon acte de paiement à un projet
que j'identifie, qui correspond à quelque chose qui fait sens pour moi. Tout à l'heure, j'étais chez Picard ou chez Monoprix. Maintenant, tu as vu à la caisse, c'est est-ce que tu ne veux pas rajouter 4 centimes pour tel ou tel projet? Donc, on demande encore au consommateur de passer à la caisse. Là, c'est pas du tout ça. C'est en tant que consommateur, c'est pas du tout la même logique. C'est à chaque fois, ton acte de consommation est associé à quelque chose qui fait sens pour toi. Deuxième niveau qui, pour moi, était super intéressant en termes d'innovation, là, c'est l'ancien banquier, c'est au niveau comptable. J'adore ce terme, même si les gens disent, mais comptablement, Retrib, il fait un truc que peu de boîtes font, et qui est en fait de partager une partie de sa rente. Et en prestataire de paiement, de dire, je prends un tiers de ma commission parce que c'est ce tiers-là qui est reversé à des projets socio-environnementaux, c'est super malin. Et ça recoupe en fait quelque chose que dit quelqu'un dans le milieu de la blockchain qui a quand même beaucoup d'influence, qui est un Américain, Don Tapscott, qui a créé le Blockchain Institute. Il y a pas, depuis un certain temps, il parle de distributive capitalism. C'est vraiment cette notion de distribuer la rente. C'est vachement important parce que dans la transformation, dans la mue qui est en train de s'opérer dans le capitalisme, c'est vraiment un point clé. Et Jérémy, il a tout de suite intégré ça il y a 3 ans. Donc moi, ça m'a absolument convaincu. Et le troisième manque d'innovation, c'était évidemment d'aborder ces sujets d'infrastructure sur ces nouvelles blockchains qui ne sont pas évidemment le paiement, ça passe encore beaucoup par les anciennes infrastructures, mais de toute façon, on sait que d'un point de vue général, l'ensemble des transactions de valeur se feront dans des écosystèmes blockchain et dans cet Internet online des valeurs. On va quitter le vieux monde des infrastructures et la legacy bancaire pour aller sur ces nouvelles infrastructures. Et ces infrastructures, elles sont décentralisées, elles sont distribuées. Et dans la manière d'aborder, on voit bien dans Retrib, le wallet, etc., c'est absolument différent de la logique centralisatrice qui était... voilà. Donc à tous les niveaux, pour moi, ça checkait vraiment tous les niveaux de... voilà. Et donc pour moi, Retrib, c'est vraiment cette notion d'innovation à tous les étages. Et super, mais concrètement alors, est-ce qu'il y a peut-être une démo où on en est où peut-être sur l'approche concrète, peut-être plus produit alors, peut-être pas forcément. Ouais. Alors pour ce qui est du développement, pour l'instant, on est encore dans une phase de développement. On espère, si on parvient à tenir les roadmaps qui sont les nôtres, on espère pouvoir lancer une première phase, un premier POC opérationnel sur ce qu'on appelle des local use cases, donc sur des périmètres qui sont restreints à la fois géographiquement et à la fois en nombre d'utilisateurs, courant premier semestre 2022. Donc on a encore quelques jalons à franchir d'ici là, mais ce qui est aujourd'hui déjà développé et déjà prêt à être délivré me laisse penser que normalement on devrait pouvoir tenir sans engagement. C'est vrai que avec l'année qui vient de s'écouler, on évite de faire de la prospective. On reste agile et on s'adapte en fonction des événements. On n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement ou ce genre de choses. Donc, il vaut mieux éviter de projeter trop loin. Il vaut mieux être finalement très agile. Donc, voilà, les objectifs, c'est de sortir ce premier MVP avec ce premier local use case courant 2022 et ensuite, à partir de ces différents local use cases, commencer à déployer avec un objectif de scalabilité extrêmement important derrière. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a créé cette structure en Suisse. Ça ne présente pas que des avantages parce que c'est un écosystème qui n'est clairement pas pensé pour faire évoluer une startup ou même faire émerger une startup. En revanche, dans une logique de scalabilité, ça devient très intéressant. Déjà parce qu'il y a un régulateur qui est sensiblement favorable à la token economy. Ensuite, parce que, comme j'ai dit et comme l'a dit très justement Stéphanie, dans une métaphore qui est parfaitement adéquate, on essaye d'inoculer le virus du partage dans une industrie qui est au sommet de la symétrie entre impact et responsabilité. Par conséquent, il est beaucoup plus intéressant de le faire dans un des centres dans un des hubs mondiaux de cette industrie, et Genève est un de ces hubs-là. La troisième raison, c'est que dans un monde géopolitiquement aussi complexe que le nôtre, le passeport suisse aujourd'hui, c'est la garantie d'accessibilité à n'importe quel marché, ce que n'offre pas nécessairement le passeport français aujourd'hui. En revanche, c'est un écosystème qui ne dispose pas de toutes les facilités comme on l'a en France avec des dispositifs comme le CIR, des dispositifs comme le GEI, des dispositifs comme la BPI, etc., etc. Du coup, il faut s'adapter et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a rapidement créé une structure à Paris. David, j'ai mis dans le chat le site retrib.io parce qu'on voit bien dans le site, c'est vrai que visuellement, on voit l'interface utilisateur, on voit l'interface commerçant et c'est vrai que ça je ne sais pas Jérémy d'ailleurs si tu l'as en partage écran ou pas, mais c'est vrai que ça donne
ça donne une idée. L'interface utilisateur, en plus, elle est magnifique. Ouais, c'est Mais ça, voilà, c'est ça. en Moi, j'ai été démo, très séduit, ça voilà, donne aussi par ouais. l'interface Sachant utilisateur. qu'elle a déjà évolué, c'est-à-dire que ça, c'est l'interface qui est présentée, c'est l'interface de prototype, donc des prototypes qui sont déjà fonctionnels, sur lesquels on est déjà capable d'opérer les transactions. On s'appuie sur une technologie sous-jacente qui est celle de Phantom, donc Phantom Foundation, qui est pour moi un des protocoles donc DAG-Chain les plus prometteurs dans l'écosystème actuel, avec des coûts de transaction qui sont particulièrement faibles, avec une vélocité qui est extrêmement élevée. Ils travaillent déjà de manière institutionnelle avec un certain nombre d'États. Et surtout, ce qui était très intéressant pour nous par rapport aux engagements qui sont les nôtres et aux valeurs qui sont les nôtres, il était important de s'appuyer sur une infrastructure qui était peu énergivore, extrêmement peu énergivore. Et c'est le cas d'une DAG-Chain, puisque par définition, elle ne repose pas sur un consensus proof of work et donc n'a pas besoin de mineurs et de minage. Et également, elle est très peu consommatrice en énergie puisqu'elle s'appuie sur le device et sur l'infrastructure de son réseau pour distribuer le calcul. Et donc, ce n'est pas une machine à produire du déchet électronique comme on peut le retrouver sur d'autres blockchains et d'autres protocoles. Donc, c'était pour nous la parfaite alliance et finalement l'architecture sur laquelle il était idéal de se reposer, surtout que derrière, ça nous permet d'avoir en termes de vélocité une infrastructure qui est capable finalement d'apporter un niveau de vitesse dans les transactions qui est proche des standards qu'on pourrait retrouver aujourd'hui sur du Visa ou du Mastercard. Et si je peux me permettre, j'ai regardé le white paper, j'ai regardé, c'est hyper intéressant et complètement séduit. J'ai vu que vous parliez également de Cell Hub, c'est ça? C'est ça. Cell, comment ça, ça s'articule avec Cell, FTM? c'est notre technologie maison, si je puis dire. C'est pas une blockchain à proprement parler. Cell, c'est le hub, c'est le cœur de l'organisation des flux à l'intérieur de notre écosystème. Donc, si tu veux, et vraiment la métaphore du cœur est parfaitement adaptée puisque c'est celle qui va organiser et distribuer les flux entre les flux qui sont opérés sur la DAG chain de Phantom, donc sur le protocole Phantom Opera, et en même temps les synchroniser avec les flux qui sont opérés via nos partenaires en banking as a service. Et là, on parle de flux financiers conventionnels. Donc, en fait, c'est celle qui va nous permettre de maintenir, et c'est aussi une des particularités de notre projet par rapport à la plupart des projets blockchain, et ce qui nous permet d'ailleurs de nous intégrer dans une réglementation qui est plus souple que la réglementation PSAN, c'est que l'idée derrière, c'est nous de maintenir à l'équilibre, un équilibre qui doit être parfait entre le nombre de tokens, stable tokens qui sont émis sur chaque zone monétaire à terme. On va se concentrer dans le premier temps sur la zone euro, mais ensuite sur chacune des zones monétaires, et les liquidités fiat monnaie qu'on a en réserve sur nos comptes. Et il faut que cet équilibre il soit parfait. Aujourd'hui, un des plus gros risques qui pèsent sur l'industrie financière, n'en déplaise à ceux qui la défendent bec et ongle, c'est le peu d'actifs de réserve dont disposent nos institutionnels. En cas de déflagration majeure, chacun de ces acteurs dans un réseau qui en plus s'est contracté depuis 2008, n'a cessé de se contracter depuis 2008, chacun de ces dominos, si l'un d'entre eux tombe, il peut entraîner l'intégralité du système avec lui. C'est une des réponses qui apporte notamment le Bitcoin et cette technologie qui est la blockchain. Mais du coup, c'est cette problématique des capitaux propres qui est majeure. Quand on émet un stablecoin, on est censé avoir un niveau de collatéralisation qui répond à une certaine réglementation. Et la réglementation PSAN est particulièrement contraignante et la direction de l'Europe en la matière va clairement qui est une réaction épidermique à l'IBRA, au projet de Facebook, va clairement dans une direction où ils sont en train de tuer l'innovation européenne sur ces sujets-là, particulièrement en France où on est encore plus royaliste que le roi. Et beaucoup d'ailleurs, je pense que David Benchimol qui sera dans une AMA prochainement pourra t'en parler, mais voilà, donc l'idée c'était derrière de contourner cette réglementation extrêmement dure et en même temps de garantir l'exacte équivalence des liquidités qu'on a en circulation par une collatéralisation à 100% de notre côté. Et du coup, peut-être la question d'après, c'est le modèle économique de Retrieve. Parce que c'est quand même une vertu sociétale énorme, disruptive.
Mais du coup, est-ce que, en termes de rentabilité, vous faites quand même des profits? Ouais. C'est pour moi, et c'est aussi la raison pour laquelle il sera très compliqué pour les entreprises à qui je ne jette pas la pierre. Hein. Toutes ces institutions financières n'ont pas du tout été pensées pour ça. Elles ont été pensées pour répondre à une problématique de marché et répondre à une problématique de rentabilité. Voilà, point. Et essayer d'intégrer des critères ESG, des critères extra-financiers dans tout ça, ne répond pas à l'équation qui est imposée par le marché et notamment par les grosses tech exchanges avec les directives et les ambitions des actionnaires. En revanche, ça doit venir des entreprises émergentes qui, elles, doivent répondre à une équation tripartite, celle à laquelle on s'est attelé à répondre avec Retrib, c'est-à-dire répondre à une problématique de marché, quel est le besoin de nos utilisateurs, répondre à une problématique de rentabilité, trouver un modèle économique fiable, sinon c'est simple, ce n'est pas une entreprise, c'est le problème de trop d'entreprises à mission d'ailleurs, qui n'ont pas de viabilité économique, et répondre aux enjeux sociétaux de notre époque. Parce que, et j'en suis intimement convaincu, on va dans une direction où le capitalisme arrive sur, le capitalisme financier en particulier, arrive sur l'écueil de la nature humaine d'une certaine manière. C'est qu'il n'y aura bientôt plus de marché sur lequel faire reposer son produit ou son business. On l'aura détruit. Donc, il faut absolument davantage contribuer et l'industrie financière, de par ces résultats, de par ces exercices qui sont particulièrement insolents dans la période qu'on rencontre actuellement, malgré des économies qui sont en récession et qui sont toutes couchées en PLS sur le côté, eh bien, c'est une industrie qui doit bien plus contribuer. Quand on m'a demandé dernièrement à une conférence quelles étaient mes perspectives, même si en général je m'abstiens sur la banque de demain, je pense que c'est une industrie qui gagnera beaucoup moins d'argent, mais qui le gagnera bien mieux. Aujourd'hui, elle ne redistribue pas assez sur ce qu'elle gagne, et je n'aime pas dire produit, parce que pour moi, c'est une industrie qui ne produit rien. En revanche, il est temps qu'il y ait une bien meilleure redistribution. C'est à ça que s'attelle Retrib. Certains s'en rappellent peut-être, mais c'est finalement la fameuse taxe Tobin que Chirac a essayé de mettre en place, où il voulait taxer à 1% les transactions financières. Il n'en a pas le pouvoir politique, personne n'a le pouvoir politique de ça. Le marché de lui-même ne le fera pas. Il faut que des institutions comme Retrib émergent et décident de manière unilatérale de redistribuer un tiers de leurs revenus systématiquement. Et parce qu'on l'intègre à la racine de notre modèle économique, c'est pas quelque chose qu'on doit justifier. C'est plus quelque chose dont on est amputé. On l'a intégré dès la matrice finalement formalisatrice de notre modèle. Et donc, à chacune des transactions qui opéraient, systématiquement, à travers ce qu'on a appelé un social smart contract, eh bien, un tiers de la commission qui est prélevée aux commerçants, ça reste intégralement gratuit pour l'utilisateur, va systématiquement aller abonder le financement d'un projet qui est lui-même sélectionné par l'utilisateur. Donc, pour l'utilisateur, ça reste gratuit. Par contre, il est impliqué dans le processus de sélection de manière décentralisée. Il va venir choisir le projet qui l'intéresse. Ce processus de décentralisation, il est même à 2 niveaux. Puisque l'utilisateur final, lui, choisit parmi une sélection de projets, on s'est vite rendu compte que si nos projections se concrétisaient, d'ici 5 ans, on serait potentiellement en mesure d'assurer un flux annuel de plus de 70 millions d'euros à des projets sociaux et environnementaux. Ça représente beaucoup d'argent. Et donc, quand ça représente beaucoup d'argent, en général, c'est ouvert à beaucoup de en tout cas, à des risques de compromission. Rien ne dit que je serai encore à la tête de Retrib dans 5 ans. Je n'en sais rien. J'aimerais bien, mais peut-être que je serai appelé à autre chose, j'en sais rien. Et donc, on a décidé de décentraliser ce processus de sélection. Et c'est là qu'intervient le deuxième actif de notre écosystème, le TRIB, le Utility TRIB, qui est un token de gouvernance. Et les détenteurs de ces Utility TRIB, entre autres avantages, participeront à ce processus de sélection en amont des utilisateurs. Et c'est eux qui, via ce qu'on a appelé un CSR Launchpad, vont pouvoir décider, parmi des projets sourcés par des ONG, des projets sourcés par des collectivités territoriales ou sourcés par des associations d'utilité publique, sélectionner les projets et ils seront rémunérés pour ça, comme s'ils participaient à un conseil d'administration. Ils auront des rewards sous forme de token utility. Donc, on est vraiment dans cette logique de décentralisation et de distribution de la gouvernance aussi, notamment sur les sujets qui sont liés à notre participation et à notre responsabilité sociétale. Alors, une petite question sur les techniques
Non, on a parlé d'un tiers, tu disais, pour financer donc les projets. Et donc finalement, quelle est la part qui va financer le Retrieve? Parce qu'il y a quand même une structure derrière. Et du coup, comment c'est géré ça en termes C'est ça. de business, comment... Donc derrière, en fait, chaque commerçant, en fonction de son statut, il y aura il y a différents types de commerçants. Il y a les commerçants ambulants, il y a les commerçants physiques, il y a les e-commerçants. Ils n'ont pas forcément la même grille tarifaire. Ils ont une grille tarifaire qui va être adaptée et spécifique à chacun de ces typologies de commerçants, de manière à se situer toujours sur une fourchette légèrement inférieure à ce qui leur est proposé aujourd'hui par leur banque. La particularité de Retrib, c'est finalement qu'aujourd'hui, un commerçant, celui qui assure le paiement, c'est le réseau, Visa ou Mastercard, mais ce n'est pas son interlocuteur. Son interlocuteur, c'est sa banque. Et sa banque, c'est celui qui lui fournit l'interface, qui lui fournit le TPE. Et donc, il y a différents intermédiaires dans une transaction qui systématiquement interviennent. Le réseau, la banque du commerçant et la banque du client. Et c'est ces trois acteurs-là qui prennent bien évidemment une commission à chacune des transactions. Avec Retrib, l'idée, c'est d'être à la fois le processeur et à la fois l'interface. Et donc, comme on désintermédie le rôle des banques, qui sont celles qui prennent le plus gros des commissions aujourd'hui dans une transaction numérique, eh bien, on peut proposer aux commerçants une solution qui est plus intéressante économiquement, quelle que soit sa typologie de commerce. Et ensuite, comme on a dégagé une marge qui est beaucoup plus importante que ne le font Visa et Mastercard, puisqu'on a désintermédié les banques, eh bien, on est en mesure d'affecter un tiers de cette commission aux enjeux, aux projets sociaux et environnementaux qu'on soutient, et les 2 tiers reviennent à Retrib sous forme de rémunération. Ça intègre également les gaz de l'infrastructure Fantôme qui supporte les transactions et avec lesquelles on assure. Donc, en plus, on rémunère le réseau Fantôme et les validateurs du réseau Fantôme. Très clair. Une petite question par rapport au financement, aux techniques de financement d'un projet comme Retrieve et les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé. Parce que je pense que c'est beau. Donc... il y aurait de quoi écrire un livre, ce que je ne manquerai pas de faire dans quelques années, j'aurai un peu plus de temps. Je pense que 2020 a clairement été l'année la plus compliquée pour entreprendre pour n'importe quel entrepreneur. Moi, j'entreprends depuis plus de 10 ans, c'est ma 3e structure. 2020 a été une année particulièrement compliquée. Et donc, on va dire que les pistes de financement conventionnel, rencontrer les gens, était devenu compliqué. En plus, nous, on cherchait à rencontrer aussi des gens en Suisse. On venait de France. Tu peux imaginer toutes les complexités qu'il y a eu pour voyager, ou même ne serait-ce que les gens acceptent de faire des rendez-vous en physique pendant l'année qui s'est écoulée. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a onboardé, en plus, il n'y a pas de BSAR en Suisse, hein, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'il faut avoir la somme intégralement pour pouvoir passer sur un circuit de financement conventionnel en equity. Donc c'est très difficile d'onboarder tes business angels, etc. Donc, on a onboardé un certain nombre de business angels qui nous ont très rapidement fait confiance. Et en revanche, en janvier 2021, quand j'ai vu que Bitcoin était en train de repartir à la hausse, que le bull run était en train de s'installer, qu'il allait casser son ATH, j'ai compris une chose, c'est que, et c'est pas quelque chose de bien en soi, hein, parce que clairement, ce qui inonde les marchés crypto, c'est pas l'adoption des marchés crypto. Ce qui inonde les marchés crypto, c'est l'argent des banques centrales qui est clairement détourné de sa vocation initiale. Exactement comme toute notre presse française économique qui se gargarise de voir des startups françaises devenir des licornes. Je prends Sorare, que j'adore, que je connais depuis longtemps, je suis très content pour eux, mais valoir plus d'1 milliard pour faire du fantasy football quand on sait la trajectoire climatique dans laquelle on va, un projet qui n'a aucune réponse à ces enjeux-là, qui n'a été monté en épingle dans sa valorisation que parce qu'il y a des liquidités qui inondent les marchés financiers actuellement, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle en soi. Mais quand j'ai vu ça et que j'ai eu le choix entre me financer conventionnellement auprès de VC, qui, bien évidemment, répondent à des objectifs de rentabilité, parce qu'eux-mêmes ont des investisseurs derrière eux, et qui seraient en mesure, parce qu'en equity, ils prennent des participations dans mon projet, demain d'en dénaturer
finalement le modèle économique pour peut-être viser une plus grande rentabilité, parce que c'est facile d'aller rogner sur ce qu'on donne aux projets socio-environnementaux pour augmenter la marge de Retrieve demain, si on le souhaite. Et donc perdre de la liberté, ou aller sur les marchés crypto et poser finalement une perfusion. On avait un projet qui était un TGV, une équipe qui était absolument magnifique. Il ne nous restait plus qu'à le mettre sur les rails des marchés crypto. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a organisé une private sale au mois de mai, le temps de monter l'ensemble du projet. Donc, ça nous a pris à peu près 3 mois pour rédiger le white paper, préparer l'ensemble de la documentation, se préparer d'un point de vue marketing, avoir l'ensemble des éléments. Et au mois de mai, on a été levé 1,7 million de dollars sur les marchés crypto. Là, alors, tu disais tout à l'heure, tu parlais de notre ICO. En fait, l'IEO sur le premier exchange, elle a été bouclée vendredi. Donc, lundi, pardon, elle a été bouclée hier sur Probit, qui est un exchange coréen. Donc, elle a été bouclée hier. Donc, je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais on a plus de 90% de la token sale totale qu'on souhaitait lever. Donc, on va être sur un montant levé qui va être autour de 2,5 millions de dollars sur la période. Et pourquoi Probit? Excuse-moi. Est-ce qu'il y a un choix particulier quand tu choisis comme ça pour un exchange pour un IEO, tu as dit, tu essaies de choisir un exchange qui est plutôt en haut du panier, idéalement, pour avoir un peu de volume et un peu de trafic. Probit, c'est pas le meilleur des exchanges, mais c'est un bon exchange pour commencer. Mais surtout, nous, le flux et le principal trafic de trading qu'on attend, on l'attend sur les DEX. Donc, entre autres, on va lister aussi sur SpookySwap, qui est le principal DEX, qui est le 9e DEX monde et le premier DEX fantôme aujourd'hui. Et donc, on va lister sur SpookySwap vendredi, simultanément de Probit. Et Probit, c'est plutôt une porte d'accès pour la fiat monnaie. Donc, en gros, ça permet à des investisseurs qui sont moins sensibles à l'écosystème fantôme ou qui sont moins sensibles à la DeFi de pouvoir éventuellement rentrer par le biais de Probit. Et ensuite, je pense qu'on migrera assez rapidement vers des exchanges qui sont plus haut classés que Probit. C'est un peu la trajectoire. Après, une question sur la façon dont est gérée la structure de Retrieve, la culture que vous essayez de mettre en place, et puis ta vision de CEO aussi dans cette structure. Comment tu vois les choses? Comment je vois les choses? Alors, on est vraiment dans cette phase très structurante. Là, on a pris des locaux, on a recruté 7 personnes sur les 3 derniers mois. On va encore en recruter. On est en train de… Je pense qu'on avait tous beaucoup besoin de se retrouver physiquement. C'était important d'avoir un lieu, même si moi, je suis très nomadisme et très télétravail. Je pense qu'on a eu tous notre dose en quantité ces derniers mois. Donc, je pense qu'on avait besoin d'un lieu où se retrouver et où partager, échanger. Donc, c'est chose faite. Donc, si tu veux, on est en train de construire cette culture d'entreprise. Donc, on a un certain nombre de rituels, on a un certain nombre de choses qu'on est en train de mettre en place. C'est un peu tôt pour les détailler, pour partager un retour d'expérience sur le sujet. J'ai mes retours d'expérience sur mes précédentes entreprises. Là, on est vraiment dans un nouveau chapitre. On a eu le chapitre de la fondation, de la création, avec beaucoup d'allers-retours à Genève. On a eu le chapitre où il a fallu rentrer en hibernation pendant la phase Covid et trouver des leviers d'inertie pour essayer de continuer à exister et à donner de l'inertie au projet. Et maintenant, on rentre dans cette nouvelle phase où on a trouvé les financements et là, on développe, on accélère sur les développements, on recrute, on trouve les profils. La plupart des profils qui sont aujourd'hui rentrés chez Retrieve sont soit des gens qui ont très rapidement cru dans le projet, donc ont été des advisors qui sont ensuite devenus opérationnels. Je pense à ma directrice financière, l'amie de Stéphanie aussi. Je pense également à Briand, qui est rentré en tant qu'advisor juridique au tout début du projet, ou qu'aujourd'hui est directeur des affaires juridiques. Mais ce sont aussi des gens qu'on a incentivés au mois de mars avec des tokens en prévision des différentes opérations qui allaient venir, donc la private et la public sale. Donc, ce sont des gens qui ont cru au projet et qui ont accepté de recevoir des tokens
en plus sur des vestings qui sont assez longs parce qu'ils ne commenceront à recevoir des tokens que dans plusieurs mois et qui, du coup, on creuse. Mais du coup, c'est là aussi, c'est assez différent de ce qui peut exister. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi un modèle de rémunération en equity et une logique d'onboarding en equity de nos collaborateurs, mais l'ensemble des collaborateurs qui rejoignent Retrieve aujourd'hui reçoivent également, ont reçu ou en tout cas ont signé pour un bac de token et donc, d'une certaine manière, leur patrimoine futur est indexé sur le succès de Retrieve. Et ce qu'il y a et je terminerai là-dessus, après je laisserai davantage la parole à Stéphanie, mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce modèle de financement-là, c'est que bien évidemment, on conserve toute la liberté qui est la nôtre, puisqu'on n'a cédé absolument aucune part sociale de l'entreprise, on est complètement libre. Mais au-delà de ça, Retrieve reste propriétaire de plus de 280 millions de tokens. Donc, et nos intérêts sont communs avec tous les investisseurs qui ont participé, si demain, et dans le contexte actuel, c'est tout à fait envisageable, avec un projet comme Retrieve particulièrement, si demain on arrive à avoir une traction sur le prix du token et qu'il l'amène à $1, parce qu'il y a une sorte de seuil symbolique, eh bien, ça veut dire que Retrieve est potentiellement assis sur 280 millions de dollars de réserves pour bootstrapper. Ce qu'a fait Tezos, entre autres. Absolument. Si on prend Tezos comme exemple, on est sur un tas de milliards de dollars parce qu'il dispose de quantités de réserves qui sont colossales. Complètement. Stéphanie, peut-être tu souhaites ajouter quelques mots aussi sur la culture que vous êtes finalement en train de construire tous les jours. Et peut-être à travers un témoignage, finalement, la force de la motivation, parce que quelque part sur le reward, alors moi c'est vrai qu'en plus je suis rentrée comme investisseur et le reward monétaire, bien sûr, peut être sur le token et pas en equity, mais je pense que ce qui nous lie vraiment, en tout cas moi, ce qui est un facteur de motivation, c'est vraiment la force de cette vision partagée qu'aujourd'hui on a, il y a une vraie logique de transformation profonde, mais vraiment transformation profonde du système économique, du système financier. Et ça, quelque part, c'est au-dessus de la sécurité personnelle. Je pèse mes mots quand je dis ça. Je sais qu'on doit tous manger, etc., et que c'est des sujets compliqués d'avoir, c'est important d'être stable. Mais moi, ce que j'ai ressenti, en tout cas, ce qui m'anime, c'est vraiment la conviction qu'il y a quelque chose à jouer et qu'en plus, il y a un marché pour ça, il y a une attente. Tu vois, je ne crois pas qu'on croise grand monde qui se disent, OK, tu vois, on peut rester à l'ère numérique, on peut rester avec le système qui a été pensé à l'ère agricole, à l'ère industrielle. Ça ne fait aucun sens. On voit bien qu'on a besoin de faire un virage à 180 degrés. Et bien ça, quand tu es pris dans une vision et que derrière, il y a l'équipe d'exécution, bien sûr, c'est vraiment un moteur qui est extrêmement fort. Moi, j'en profite aussi parce qu'on a quand même tous les deux des entrepreneurs et puis qui avaient connu l'entrepreneuriat aussi en dehors de la cryptosphère, on va dire. Est-ce que c'est possible de comparer justement l'avant-après, si on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il y a une différence vraiment ou finalement ça reste un monde entrepreneurial avec la même approche, le même mindset, ça va peut-être plus vite. Tu vois, ça ouvre juste de nouvelles perspectives, mais encore une fois, j'ai la chance d'avoir commencé à baigner dans cette nouvelle industrie émergente dès 2017. Si tu veux. Ça ouvre des nouvelles perspectives. Du coup, ça attire bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui me sollicitent pour savoir comment on fait une private sale, comment ça s'organise, comment est-ce qu'on monte une opération de cette nature-là. Mais ça nécessite quand même de maîtriser un minimum l'environnement techniquement parlant. On n'émet pas un token comme ça du jour au lendemain parce qu'on peut aussi couvrir tout simplement, on peut très rapidement se couvrir de ridicule pour pas dire se retrouver dans une situation où on a le régulateur qui nous tomberait ou le tribunal qui nous tomberait sur le point du nez. Donc ça ouvre des nouvelles perspectives. Mais c'est pas ça qui fait un entrepreneur. C'est pas ça qui fait la réussite d'un projet. C'est toujours multifactoriel. Et je pense que le plus important la plus importante des caractéristiques, ou les deux plus importantes caractéristiques d'un entrepreneur, c'est sa fiabilité et sa capacité à délivrer. En tout cas, à faire délivrer ses équipes. Donc pour moi, c'est les deux paramètres. Ça reste commun aux deux mondes. Pour moi, ça reste commun aux deux mondes. On le voit bien, il y a énormément de projets crypto qui se sont lancés avec
un white paper de 10 pages sur un PDF, 3 gus qui ont mis une adresse, qui ont mis un projet qui n'avait même pas d'adresse sur lequel ils avaient de siège social ni d'enregistrement, qui ont levé 2-3 millions de dollars et qui n'ont jamais délivré le moindre truc derrière. Donc des scam projets, il y en a à l'appel. C'est ma conviction, 98% des projets sur la blockchain ne verront pas la fin de 2022. C'est une évidence. C'est une évidence. Et de toute façon, ça est exactement la même chose quand on a eu l'émergence d'Internet au début des années 2000. 98% des projets sont morts, voire sont morts-nés, et ça n'a pas empêché que des géants naissent. Donc, il y aura des géants. Il y aura. Je fais souvent cette métaphore-là. Je considère que aujourd'hui, la blockchain, c'est de la balistique, c'est même pas de la prospective, c'est l'infrastructure du nouveau monde. D'accord. Donc, c'est Christophe Colomb avec Satoshi qui a découvert le nouveau monde, et ensuite on a envoyé des caravelles depuis tous les territoires européens, et chacune de ces caravelles, dans les premières années, ont essentiellement été des caravelles qui portaient en elles des protocoles. Il y avait des chercheurs d'or, bien évidemment, qui allaient à la conquête de l'Ouest et des ressources d'or dans les rivières, mais c'est essentiellement des protocoles. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase où il y a toujours des protocoles qui continuent à arriver, mais on a donc, en plus de ces protocoles qui façonnent les routes, qui façonnent les villes, qui façonnent les ponts, on a aussi des services. Retriev, c'est un de ces services. Donc, on a, pendant un certain temps, avec notre caravelle, erré en mer Méditerranée. Maintenant, cette caravelle, elle est partie de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce nouveau monde, et elle a intégré la blockchain directement au cœur de sa matrice, et elle vient proposer des services dans ce nouveau monde. Voilà. Il y a toujours des chercheurs d'or, il y a encore de la place pour de très nombreux projets, il va falloir tout façonner, mais il y a aussi de nombreuses caravelles qui n'arriveront pas, ou des caravelles qui arriveront, mais qui ne serviront pas à grand-chose. Et donc, ouais, donc je rappelle, tu es professeur de blockchain appliqué en marketing, justement. Par rapport à Retrib, dans les étapes dans lesquelles du projet en ce moment, en termes d'adoption de la communauté, quelle est la roadmap, et est-ce que tu pourrais vous pourriez partager des petits tips sur la création de cet écosystème, de la communauté, et pour justement, et quelles sont les métriques derrière? Est-ce que réellement les users c'est un des métriques, mais je veux dire, il y en a peut-être d'autres. Quels sont les critères de succès? Il y a vraiment deux choses chez Retriev. C'est-à-dire que initialement, comme je l'ai dit, on s'appuyait sur la blockchain, mais moi je suis convaincu que pour que la blockchain soit adoptée, elle doit être invisible. Je ne crois pas, personnellement, au paiement du quotidien en Ethereum, ou au fait de convaincre ma mère d'utiliser Ethereum ou Bitcoin demain. Je n'y crois pas. Je crois que cette technologie doit être invisible. C'est pour ça qu'on s'appuie sur un réseau de stablecoin multilocal et collatéralisé sur la devise de l'utilisateur, parce qu'il n'y a pas d'effort de conversion pour l'utilisateur. Il paye son pain, s'il coûte 1 euro, ça lui coûte un trib, point. Et lui, il n'a même pas le sentiment d'utiliser cette technologie. Tout le monde veut Internet rapidement, tout le monde veut la 4G et bientôt la 5G. Personne ne veut savoir comment ça fonctionne. Tout le monde s'en fout. Sauf ceux qui sont contre la 4G ou la 5G pour des raisons d'ondes, etc. Bon, je ne rentre même pas dans ce débat-là, mais dans l'absolu, ce qu'on veut, c'est pour ça que j'enseigne la blockchain appliquée au marketing, c'est quel avantage marketing procure cette technologie, comment on peut les mettre en œuvre. En revanche, Retriev, du coup, a été pensé pour créer une communauté qui est une communauté, entre guillemets, néophyte en matière de blockchain. La communauté core business de Retriev est une communauté qui n'aura pas besoin d'avoir de connaissances en matière d'écosystème crypto, de blockchain. C'est des sujets qu'on n'abordera pas avec eux, si ce n'est à travers des arguments liés à la vitesse d'exécution, liés à la sécurisation des fonds, etc. Mais ce sera juste un argument marketing, sans rentrer dans un usage. Jamais à se poser la question d'une adresse publique, une adresse privée, un site, ça n'existera pas pour eux. Et à côté de ça, pour mener à bien cette opération de private, de public sale et maintenant de listing, et pour soutenir notre stratégie d'autofinancement d'une certaine manière, on a besoin d'avoir une communauté aussi de gens qui sont, eux, très sensibles à cet environnement-là, qui vont y contribuer, qui vont participer, qui vont investir, qui vont
alimenter le flux autour de notre token. Et là, je parle du utility token, celui qui a une valeur variable. Donc là, c'est des leviers marketing, de stratégie marketing digital tout à fait conventionnelle, de constitution communautaire. Ça tombe bien, c'est mon ancien métier. J'avais créé une des premières social media agencies. J'ai accompagné pendant 10 ans des entreprises sur ces sujets-là, de community management, de social media management et de constitution communautaire. Donc, l'idée, c'est de créer une communauté. Et là, c'est une communauté très internationale, puisque les gens viennent d'un peu partout, des quatre coins de la planète, qui investissent sur le token, qui misent sur le token. Et du coup, là, on a des enjeux marketing et de communication qui sont différents. Donc, on va avoir deux types de communautés. La communauté core business, celle qui utilisera Retrieve, et la communauté d'investisseurs qui, elle, pariera ou en tout cas investira sur le token et participera aussi. La passerelle, c'est ce fameux CSR Launchpad. Ils participeront au processus de sélection des projets de manière décentralisée. Ils seront rétribués pour ça, mais c'est la seule passerelle qui coexistera dans un premier temps, jusqu'à ce que Retrieve devienne une solution internationale et qu'on déploie dans d'autres pays. Et à ce moment-là, ils pourront se mettre à l'utiliser aussi comme utilisateur. Et dans un premier temps, ça va être deux périmètres de prise de parole très distincts. D'accord. Et avec forcément des pistes de traction qui seront différentes peut-être, mais peut-être le point commun, ça sera de mettre en avant tous ces projets communautaires, enfin ces projets sociétaux responsables. Ce sera le lien. Hein, ouais, ce sera le lien, parce que ce sera la passerelle, ce sera le bridge entre ces deux communautés, oui. Puisque la première initie la sélection des projets, qui est ensuite validée par les seconds. Très bien. Ok. Une question après d'un point de vue crypto. Donc les next steps côté crypto, si vous pouviez juste un petit peu résumer les next steps pour Retrieve. Les next steps, elles sont à très court terme, puisque vendredi on liste. Donc là, la IO s'est terminée hier. Vendredi, on liste sur Probit et sur SpookySwap, peut-être avec une petite surprise aussi du côté de SpookySwap, donc c'est en cours de discussion. Et ensuite, derrière, on va dire que la monnaie, le token devient indépendant, la crypto-trip devient indépendante et va avoir son propre cours. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manager ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire du market making, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mener des actions de partenariat avec l'écosystème, mais on n'est plus seul aux manettes. C'est le marché qui va déterminer la valeur du token. Donc, nous, on pourra juste faire des actions pour soutenir la communauté, rewarder la communauté, générer des événements autour de tout ça. Donc, et à partir de quel moment je pourrais utiliser et payer une baguette de pain en Retrieve? Alors, pour payer en Trib, il faudra que la partie core business soit développée, soit déployée, et à ce moment-là, tu paieras avec du stable Trib. Tu ne paieras pas avec le token qui est listé sur Probit ou sur Spooky. Ça, c'est le utility token. Par contre, tu pourras payer quand on aura commencé à déployer sur les premiers territoires le dispositif. Ok. Très bien. Peut-être qu'on peut parler aussi de manière plus large d'éthique financière. Avec grand plaisir, c'est la prochaine grande partie de cette discussion. Ouais, tout à fait. Alors, finance éthique, tu veux dire? C'est oxymore, comme dit Pierre Papron. Finance éthique. Alors, c'est quoi justement la finance éthique? Ce qui est bien pour définir la finance éthique, c'est commencer par définir ce que c'est pas. Et ce que c'est pas de la finance verte, c'est pas de la finance à impact, c'est pas du saupoudrage de l'épargne ou de l'octroi de crédit, par des indicateurs ou des orientations d'investissement ou de financement. Ça c'est un business. D'ailleurs, tellement juteux que j'ai lu que Bloomberg prévoyait que d'ici 2025, tout ce qui était finance à impact, finance verte et tout, c'était 2/3 des actifs sous gestion d'ici 2025. Donc, c'est un méga business. Pour moi, la finance éthique, c'est pas du tout ça. C'est pas un marché. C'est vraiment une vision de transformation profonde du système économique et financier. Quelque part, pour moi, et ça n'engage que moi, ça s'inscrit pas mal dans cette notion du World Economic Forum de grande réinitialisation. Et moi, je trouve ça très bien de leur part qu'ils citent ce mot. Je sais qu'il est controversé, mais je trouve assez honnête qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se jouer. Et en fait, c'est une révolution monétaire aussi derrière qui est en train de se préparer. Et pour nous, la finance éthique, c'est vraiment avoir le courage d'aborder toutes les questions de transformation profonde
profonde de la finance au service d'une économie éthique. Et derrière ça, il y a plusieurs choses. Ce qui est devant nous, et on commence à le voir, alors Davos parle parfois aussi de stakeholder capitalism, mais c'est un peu autre chose, c'est qu'on va rentrer vraiment dans une nouvelle logique de l'approche de la valeur comptable. Aujourd'hui, ce qu'on considère comme étant de la valeur, quoi qu'on fasse à la fin de la journée, c'est les comptes de la classe 7, chiffre d'affaires, c'est produire des biens et des services marchands. On voit bien que petit à petit, on est en train de rentrer dans une phase qui reste extra-comptable, mais qui va devenir comptable, où on va rémunérer, rétribuer les uns et les autres pour nos contributions sociales et environnementales. C'est-à-dire que ce sera créateur de chiffre d'affaires, donc de monnaie en premier ressort. Et donc, une finance éthique, c'est vraiment une finance qui s'embarque dans ce nouveau monde de distribution des valeurs, et donc derrière aussi, dans des nouvelles infrastructures, on l'a dit, qui sont celles de la blockchain et de l'Internet des valeurs. Et ce n'est pas neutre, parce que moi, pour bien connaître le secteur bancaire et financier, enfin en tout cas bien le connaître, c'est mon ADN. Moi, je me définis vraiment comme un banquier de plein exercice. Et ce qu'il faut voir, c'est que depuis, c'est séculaire, depuis des centaines d'années, les banques protégeaient et sécurisaient le système financier et l'économie dans une logique de centralisation. Plus on était centralisé, plus on était gros, plus on sécurisait. Les technologies, la convergence des technologies aussi, il y a la blockchain, l'IoT, etc., fait que tout devient intégré online et que dans ces environnements, on est d'autant plus efficace qu'on est décentralisé. C'est important parce que ça change tout. Ça change les systèmes de gestion, ça change les systèmes de traitement et ça change les systèmes de décision. Là où moi, je suis née dans un service crédit où j'ai décidé, l'octroi de crédit, il va se faire online par les parties prenantes. C'est ça que nous montre un peu la défi. Alors certes, il y a encore un peu les stigmates de l'ancien monde. Il y a de la spéculation, il y a du scam. Mais néanmoins, c'est comme tu dis, c'est encore de la balistique, Jérémy, dans ton expression. Voilà. Mais donc cette finance éthique, cette finance qui rentre dans ce nouveau monde où on prend conscience que la croissance infinie, ça avait une limite physique, et que dans le monde numérique, il faut mettre d'autres critères, d'autres limites et arriver avec ces notions comptables, d'environnement social et environnemental, ces notions de gouvernance partagée, décentralisée, ou les stakeholder capitalism, et c'est là qu'on revient, quand Davos parle de stakeholder, à la différence de shareholder, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que demain, ceux qui prennent les décisions, ce sont pas des actionnaires, mais des parties prenantes, des utilisateurs de la solution. Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette notion de finance éthique, alors on va peut-être aller sur la fondation, mais Jérémy, c'est presque toi qui en parlerais, parce que tu as eu cette idée-là, mais je vais le faire pour toi, c'était de comprendre qu'il y avait une différence entre faire un business, qui est Retrib, et c'est compliqué de faire un business dans une logique qui est celle d'aujourd'hui, qui est encore celle très capitaliste, comme disait Friedman, c'est une entreprise, elle doit faire du profit le plus possible. Tu vois, c'était pas en protégeant la planète et ces gentils humains, quoi. C'était le plus possible. Et en même temps, rentrer dans une logique transformationnelle dont je viens de parler, où il faut être complètement schizophrène parce qu'on fait un virage en 180. Et Jérémy, je pense, il y a 3 ans, moi j'adore cette anecdote, tu as déposé le terme de Ethical Finance Foundation, qui n'avait été déposé par personne dans le monde entier. C'est quand même rigolo. Il y a 3 ans, Ethical Finance, tu vois, de quoi tu me parles? Et aujourd'hui, c'est tellement évident. Voilà. C'est peut-être ça le plus gros marqueur de l'indifférence réelle de cette industrie pour ces sujets-là. Voilà. Et alors là, d'un coup, il va y avoir un business. En ce moment, on me dit « Oh, mais l'idée, elle est géniale, tu vois, c'est génial, tu vois, on va pouvoir vendre des trucs et tout. » Ah non, non. Et donc, c'est cette idée que tu as eu il y a quelques années de rentrer dans une logique de fondation, et elle est importante. Alors, une fondation à Genève, en Suisse, et tu l'as dit déjà tout à l'heure, mais c'est important de comprendre que sur tout ce qui est financier, effectivement, le hub un peu mondial, c'est la Suisse. Et aujourd'hui, pour au moins 2 raisons, pour moi, c'était important qu'on soit en Suisse, c'est que c'est le siège depuis longtemps de la Banque des règlements internationaux, connue par les banquiers sous le terme de comité de Bâle. Et en fait, la Banque des règlements internationaux, la Bank of International Settlement, moi, je vous conseille de suivre beaucoup leur actualité et les papiers qui sortent sur le cross-border payment, parce que ça parle que de blockchain. Et on voit bien qu'on y va vraiment, on y va avec les monnaies de banque centrale seront toutes sur une blockchain. Et donc, c'est le régulateur en fait des banques centrales. Donc, c'est vraiment le patron des banques centrales. Il est en Suisse. Et c'est pas un hasard non plus qu'en Suisse, il y a la fondation Ethereum, il y a la Web3 Foundation aussi de la finance décentralisée. Et pour nous, on sentait qu'il y avait une place et un besoin pour créer une fondation qui fasse plusieurs choses. D'abord, qui porte un regard, on va dire, de labellisation et critique, enfin positivement critique pour moi, mais Jérémy, je comprends que des fois on puisse être un peu amer sur cette asymétrie entre la prise de responsabilité, comme tu dis, de la finance et puis la contribution à un certain nombre de déséquilibres. Mais pour moi, donc il y a vraiment voilà, il y a ce besoin de labelliser, de porter un regard sur cette industrie et de voir
de la juger, entre guillemets, à l'aune de toutes ces transformations opérées, encore une fois, sur la rétribution voilà, sociale, environnementale, sur aller vers plus de gouvernance partagée, on pourrait parler aussi de consentement éclairé, et de donner à chacun de nous la possibilité de s'engager en conscience dans des écosystèmes et dans des projets qui font sens pour nous. Et c'était aussi important de réunir un certain nombre d'experts de la monnaie, de la finance, de l'économie, pour pouvoir voilà, travailler sur tous les sujets de nouvelles normes comptables, de nouvelles monnaies, de dépassement de la monnaie dette, également aussi coopérer avec effectivement les institutions, c'est voilà, très important, et aussi ce monde de la finance décentralisée et toutes ces communautés qui sont passionnantes à découvrir et qui testent finalement et qui expérimentent aussi tous ces nouveaux mondes où on va venir nous-mêmes voilà, un peu en pair à pair orchestrer les échanges. Donc voilà, Jérémy, je te laisse compléter sur... Ah bon, on t'entend plus. Ouais, on t'entend plus jamais, mais... Oui. La finance éthique est ta faune. Une question, peut-être non, mais juste en complément peut-être de ce que tu disais par rapport à ce qu'on appelle les DAO dans le monde de la blockchain. Finalement, vous recréez une DAO quelque part, si on considère que l'autonomie, elle est par les stakeholders, justement, dans la prise dans la participation à la sélection des projets. Est-ce que vous allez aussi un peu plus loin dans le sens, en termes de gouvernance, proposer des votes, etc. Enfin, comment s'applique la DAO finalement chez Retrib, ouais, si on peut parler de DAO. Alors, chez Retrib, oui, il y a une forme de DAO sur le processus de sélection des projets CSR. Donc là, il y a une implication des token holders dans ce processus-là et à la manière de... C'est finalement la manière d'un conseil d'administration qu'on convoquerait. On convoque une grande plénière de sélection des projets CSR pour la prochaine fenêtre de financement et les participants mettent leurs tokens en délégation le temps du processus de vote. Et donc, sont rémunérés sous forme de rewards pour avoir participé à ce processus de vote. Donc, il y a là une brique de décentralisation dans la gouvernance de Retrib qui ne touche pas à la partie core business, on va dire, sur les décisions stratégiques qui sont relatives au développement de nos solutions, mais qui touche directement au levier de financement qu'on apporte aux projets socio-environnementaux. Donc, en gros, sur 33% de notre revenu, il y a une décentralisation du processus de décision. Ah oui, d'accord. D'accord. 33%. Pardon, vas-y Stéphanie. Non, vas-y, finis sur Retrib. Parce qu'il y a l'aspect, il y a Retrib, il y a l'aspect fondation aussi, sur cette logique, comment sur une fondation qui a cet ADN, on va dire, très voilà, pyramidale qu'ont toutes les structures juridiques as of today. Tu vois, on rentre, quand on crée une fondation, on rentre dans le système tel qu'il est, mais l'idée, c'est avec cet ADN de décentralisation d'aller sur, tu vois, une fondation où tu as un conseil d'administration, différents collèges, et on peut aussi complètement commencer à être sur des sujets de comment tu crées des formes de gouvernance partagée, de vote, avec des consoles, un peu à l'image de ce que sont en train de faire tous ces écosystèmes, Ethereum, Polkadot et autres, où tu... Voilà. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois de s'appliquer effectivement cette nouvelle logique des DAO et ces nouvelles infrastructures derrière qui permettent voilà, de porter ces nouveaux systèmes de vote voilà, en ligne et de faire partager les communautés. Ouais, non, complètement. Jérémy, tu veux... Non, je pense que tout a été dit sur la partie, sur le processus de décentralisation qui est à l'œuvre. Après, sur les sujets d'éthique financière, je suis avec Stéphanie, on est particulièrement alignés. C'est vrai que très rapidement, j'ai compris qu'il était difficile d'être à la fois une institution porteuse d'un certain nombre de valeurs et d'un certain nombre de règles de gouvernance et de nouveaux modèles, enfin plutôt plus exactement de porteuse d'un nouvel espoir, j'ai presque envie de dire, dans cette industrie, et en même temps d'être celui ou en tout cas l'institution qui
qui soit la référente en matière de direction. Donc, il fallait qu'on détache finalement et qu'on donne la possibilité à une institution complètement indépendante, qui soit à but non lucratif, qui n'ait pas d'ambition financière sur les marchés qui nous concernent, pour pouvoir être garante finalement de ces valeurs-là, garante de cette prise de position-là, et qu'elle soit de manière très libre en mesure de déterminer des actions de soutien aux entreprises, aux startups, à tous les acteurs qui œuvrent déjà, ou qui, soit à ma connaissance ou soit à mon ignorance, mais qui œuvrent déjà à rendre la finance plus éthique et beaucoup plus contributive à l'échelle des enjeux qui sont les nôtres. Donc aujourd'hui, vos cibles, c'est quand même Monsieur Tout-le-Monde, j'imagine. C'est dans l'adoption du Trip, du wallet et de. Est-ce que vous avez aussi tout un écosystème peut-être de partenaires et de grands comptes peut-être qui aussi. Cet écosystème va être amené à se développer. On attend d'avoir des solutions qui soient opérationnelles pour pouvoir officialiser un certain nombre de choses. Mais bien évidemment, il y a des partenariats qui sont en train d'être discutés, qui vont se nouer. Une de nos stratégies d'approche de ces grands comptes, même si au départ, on va se concentrer pour des logiques de montée en charge et de testing de nos solutions sur le local business et le small business, mais rapidement, on va nouer des partenariats avec des grands comptes. Et une de nos stratégies go-to-market repose sur notre capacité à rentrer non pas par la direction financière ou les directions marketing, comme un énième moyen de paiement supplémentaire à implémenter, mais plutôt à rentrer par les directions RSE qui vont naturellement être beaucoup plus sensibles à notre proposition si on vient les voir comme des partenaires de financement des projets qu'elles portent. Et c'est ça l'idée, c'est de faire de Retrieve un partenaire de ces grands comptes, de ces grands acteurs-là, et de leur dire Retrieve peut cofinancer avec vous des projets, peut vous mettre en valeur à l'intérieur de son écosystème. Et je pense que assez naturellement, ces directions financières, ces directions RSE deviendront des chevaux de Troie à l'intérieur de ces organisations pour pousser Retrieve comme un moyen de paiement qui devrait s'intégrer aux différents systèmes de paiement de l'entreprise. Parce que si demain, nos utilisateurs ont la possibilité de n'importe quoi, de choisir un projet de la fondation du groupe Accor parmi les différents projets qui sont proposés, il fera sens pour Accor de proposer à ses propres clients de payer avec Retrieve, parce que ça crée un cercle vertueux où le client achète sa chambre d'hôtel et paye avec Retrieve. La commission qui est prélevée, un tiers, peut être éventuellement renvoyée directement au projet de la fondation du groupe Accor. Donc, c'est un système vertueux qui se met en place. Complètement. Dernière question, peut-être, j'en ai une, j'en ai même beaucoup, mais je vois l'heure qui passe. On va peut-être pas abuser non plus, mais une question peut-être un peu plus Madame Irma, sur la partie réglementaire et notamment qui impacterait, c'est un peu pour reboucler avec ta remarque du début, l'adoption de la crypto au sens large, quoi. Alors la question porte sur l'environnement réglementaire ou sur la valeur du token à moyen long terme? C'est un peu les deux en fait. Ouais. Quel est d'après toi ton le risque cadre réglementaire? Le risque réglementaire, tant qu'on n'est pas considéré comme un actif numérique. Je pense que c'est un des meilleurs moves qu'on a fait, c'est-à-dire que notre stable Trib, je ne te parle pas de celui qui est vendu, je te parle de celui qui régit la partie core business, donc le stable. Lui est considéré comme une monnaie électronique d'un point de vue réglementaire parce qu'on a mis en place une infrastructure qui nous permet d'être considéré comme une monnaie électronique, même si on utilise une infrastructure blockchain. L'infrastructure blockchain n'est que le processeur qui nous permet d'enregistrer des transactions. Tant qu'on est collatéralisé à 100% ou à 1 pour 1, on n'est pas réglementé par PSAN. Parallèlement à ça, il y a la réglementation sur les utility tokens qui, globalement en Suisse, est extrêmement permissive et extrêmement légère. Ils considèrent même aujourd'hui que c'est un mécanisme de crowdfunding, si tu veux, de vendre des utility tokens. Donc, il n'y a pas de risque réglementaire qui pèse aujourd'hui sur Retrieve.
Par contre, on va dans un avenir proche aller chercher nos propres agréments pour obtenir auprès des régulateurs européens notamment la possibilité de devenir établissement de paiement et avoir la possibilité de se passer ou pas d'un certain nombre de partenaires sur ces sujets-là. Maintenant, pour ce qui est du utility trib et de sa valeur, on va bien évidemment essayer de la manager de manière à ce qu'elle évolue à la hausse, parce que c'est tout à fait et dans l'intérêt de nos investisseurs et dans l'intérêt de Retrib et dans l'intérêt de l'ensemble des collaborateurs, moi y compris, parce qu'on a indexé d'une certaine manière notre patrimoine au succès de cette crypto. Mais je m'abstiens de faire toute projection de valeur à long terme. Je veux dire, je sais qu'on est dans un monde où on adore penser qu'on contrôle le futur parce qu'on a des métriques qui nous indiquent que tel ou tel projet ou tel risque inhérent pourrait arriver. Moi, je pense que c'est ce qui a tué la finance. C'est de planifier, de croire que parce qu'on faisait des mathématiques, on était capable de contrôler. Aujourd'hui, n'importe quel chauffeur Uber de New York est capable de faire de meilleures prédictions boursières quasiment que la présidente de la Fed, tellement tout est algorithmisé. Je pense qu'il faudrait un peu d'humilité aujourd'hui quand on voit comment le monde a été brinque-ballé à cause d'un petit virus, ou parce qu'on a voulu brinque-baller le monde à cause d'un petit virus, c'est un autre sujet, mais en tout cas, faire de la prospective aujourd'hui, c'est jouer aux devinettes. Je m'abstiendrai de participer à ce concours-là. Il y a des choses qui sont assez évidentes. La blockchain est en train de s'installer, en train de s'enraciner, etc. un peu partout. C'est plus de la prospective que de le dire. Quelle sera la valeur du trip dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Moi, je délivre, on avance. Et normalement, d'expérience, les projets qui délivrent et qui avancent, en général, ça se passe plutôt bien pour eux. Alors, une petite question peut-être aussi d'un néophyte, c'était par rapport au CBDC, le positionnement même si ça n'a rien à voir, hein, Ça n'a rien à voir, mais on suit avec beaucoup d'attention. C'est ça. Que ce soit Stéphanie, que ce soit qui aurait beaucoup à dire sur le sujet, que ce soit David. On peut peut-être en refaire une conférence dédiée. Hein. C'est complètement. Ça mériterait une conférence dédiée parce que c'est quelque chose qui va avoir un impact extrêmement important sur nos vies dans les 10 ans qui arrivent. À titre personnel, et ça n'engage que moi, je sais que mes camarades n'ont pas forcément la même vision que moi, mais pour moi, c'est une trajectoire qui est très inquiétante. Le CBDC, c'est l'arme ultime. On avait un réseau bancaire qui avait le pouvoir de création monétaire, mais il était hétéroclite, avec des intérêts qui parfois convergeaient, mais souvent divergeaient. Et on avait encore le choix du partenaire bancaire avec lequel on avait envie de conclure un contrat et donc lui laisser la possibilité d'émettre de la monnaie. Avec le CBDC, on se retrouve avec un très petit cercle d'individus qui vont avoir un pouvoir de contrôle monétaire sur une quantité phénoménale de citoyens et associé à une utilisation de plus en plus massive des données à travers les données de santé, le pass sanitaire, etc., ou à travers les données sociales, eh bien, tout ça croisé donne à ces CBDC un pouvoir de compte. C'est un peu l'anneau pour les gouverner tous, si vous voulez. C'est mon précieux. Une fois qu'on a mis en place et déployé ça, on contrôle l'intégralité de sa population à un niveau qui n'a jamais été égalé par le passé, puisque si demain vous faites une infraction X ou Y, il vous suffira d'une notification pour recevoir, sans même que vous ayez la possibilité de contester, vous aurez votre amende qui arrivera directement sur vos toilettes numériques et qui aura débité. Si vous n'êtes pas un citoyen modèle ou si vous êtes à contre-courant, ça sera très rapide de vous exclure du système ou en tout cas de vous pénaliser. Beaucoup plus que ça ne l'est actuellement. Elle est intéressante cette analogie avec le pass sanitaire parce qu'une monnaie, en fait, c'est un droit d'accès. C'est un droit d'avoir, c'est un droit d'accès en fait. Et c'est important de comprendre que la nature de la monnaie va changer. Elle finirait là-dessus, mais c'est vrai que ça vaut le coup de faire vraiment quelque chose sur la monnaie, se poser sur la création monétaire, la monnaie. Et c'était donc Bernard Lietaer qui était directeur général de la Banque nationale de Belgique, donc un banquier central, et qui était vraiment un expert mondial des monnaies locales et des monnaies complémentaires. Il avait cette phrase que je trouvais géniale, enfin moi en tout cas ça m'a vachement réveillée et éveillée. Il disait que quand on est passé de l'ère agricole à l'ère industrielle, les gens se disaient ouais, tout va changer sauf le cheval.
C'était une certitude. Et donc, le cheval à l'ère industrielle, il dit aujourd'hui, on passe de l'ère industrielle à l'ère numérique, et les gens se disent tout va changer sauf la monnaie. Or, en fait, la monnaie, c'est Yann, ici le Floch en parle bien, mais c'est pas simple pour nous de comprendre que vraiment la nature même de la monnaie va changer. On voit encore la monnaie, l'argent, tu vois, un compte, mais en fait, c'est un wallet, c'est des droits, c'est une forme de passe sanitaire, plus un passe climatique, etc., etc. Donc, le grand enjeu, après, c'est qui décide. Qui va contrôler les nœuds, qui va contrôler les datas, qui va décider des règles du jeu. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a la possibilité de renverser la table du Monopoly et de recréer de nouvelles normes comptables, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est encore en train, on pense, et puis d'un coup, on revient dans le système monétaire. Alors qu'en fait, voilà, la monnaie, c'est un droit d'accès. Je te donne, toi, le droit de gagner parce que tu as été un bon citoyen, machin, etc. Et je trouve que le pass sanitaire a ce mérite, peut-être, de peut-être nous préparer à l'émergence d'une nouvelle, et ça peut donner, comme tu as dit, 1984, ou quelque chose de très, où on fait le pari d'organisation, où il y a un consentement éclairé, le consensus aussi, et des écosystèmes dans lesquels on rentre, on sort, on rentre, on sort, et il y a des règles Et donc, on peut se projeter dans un nouveau normal qui est bien. Hein. Donc, entre j'ai super peur, c'est la fin du monde, et on peut vraiment essayer de se projeter dans d'autres réalités, il y a vraiment un jeu intéressant. Il y a un spectre qui est large, mais d'expérience et puis d'intuition aussi, probablement. J'avoue que j'ai du mal à leur prêter les meilleures intentions. Ouais. Mais bon, j'espère être agréablement surpris. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai dit dans une conférence, c'est vrai que tu vois, on peut tout faire. En fait, on voit qu'avec les technologies, on peut absolument tout faire. On peut reprogrammer, on peut éradiquer, j'exagère à peine, la pauvreté, la faim dans le monde, on peut tout faire. Mais un outil, une monnaie, la finance, l'économie, un objet, ça n'a pas d'intention en soi. Et c'est vrai que c'est comme en amour, c'est l'intention qui compte. Et il faut mettre de la conscience politique, c'est là où je te rejoins. Et effectivement, si tu ne formules pas la vision de société que tu as, c'est-à-dire si la logique, c'est une vision transhumaniste, ou c'est l'espèce de c'est croissance infinie, jouissance éternelle, c'est pas du tout, tu vas pas faire la même économie et le même système que si tu pars sur, d'ailleurs je sais pas ses intentions, mais enfin Xi Jinping il commence à beaucoup à parler de prospérité commune, il faut entendre ce que les Chinois sont en train de faire et d'amener, je veux dire peut-être pas en confrontation, mais en proposition différente de l'Occident, qui est vraiment toujours sur cette logique de croissance, qui amène la prospérité, c'est malin. Hein. Bon, après, ça peut être très centralisé et très rating social, mais bon, bref. Donc, quelque part, on peut maîtriser nos intentions. Donc, utilisons ces technologies décentralisées et à travers nos projets et puis nos comportements aussi d'investisseurs dans ces cryptos, tu vois, d'être en conscience de l'intention qu'on y met et puis quelles limites on met aussi au token qui doit monter. Alors, toi, tu as fait combien aujourd'hui ? C'est vrai que on en discutera avec grand plaisir hein, si on peut se préparer une conférence sur le sujet. Non, je ne sais pas si vous avez un mot pour terminer sur. Moi, je vous invite simplement à lire le white paper et puis faire votre homework sur le projet qui est, à mon sens, plus qu'exceptionnel avec une équipe formidable. Juste pour ceux qui veulent investir encore, c'est toujours possible ou pas, Jérémy, là ? Alors, c'est possible, mais ce sera pas à travers l'IO, donc ça sera au moment du listing, c'est-à-dire vendredi, normalement, vendredi à 10h, heure Paris, donc 10h07. Voilà. Ok, ça marche. Bon, à ce moment-là, le trading est ouvert. C'est ça, et le trading sera ouvert. Donc, on croise les doigts pour la suite. Je vous souhaite plein de bonnes choses à Retrib. Merci beaucoup pour être venu sur le Zoom Blockchain HEC présenter le projet. Et puis, on peut se donner rendez-vous peut-être, je sais pas, dans 6 mois pour refaire le point ou carrément. Dans un an. En tout cas, ce serait avec grand plaisir. Ce serait très cool. Merci encore. Merci à la communauté Blockchain HEC. Passez une bonne soirée et puis à très bientôt. Ouais.